Facture normalisée dans les écoles, une augmentation de la scolarité en vue, c'est une interrogation, Jennifer Sachivi. Exactement, facture normalisée dans les écoles, une augmentation de la scolarité en vue. Nos invités sur ce plateau vont en discuter avec nous et nous recevons Roch Déjà, un promoteur d'écoles privées, M. Darius Awokwedji. Bonjour, je précise que vous êtes également le président des promoteurs d'établissements privés. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. En face de vous, celui qui représente ici les parents d'élèves, il s'agit de M. Epiphane Azon. Bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Vous êtes également le président de la Fédération nationale des parents d'élèves et étudiants du Bénin. Voilà. Et en dehors de ça, il faut préciser qu'il a été récemment élu trésorier général adjoint de l'International des parents d'élèves et d'étudiants. Voilà, donc, voilà une structure mondiale. Ça nous permettra de faire une ouverture vers... Comment ça se passe ailleurs, certainement. Absolument, oui. En tout cas, nous avons également notre économiste au téléphone ce lundi. Il s'agit de Ignace Amidjogbe. Ignace Amidjogbe, il sera au téléphone. Il nous apportera aussi sa lecture économique de cette situation. Est-ce que c'est pour renflouer les caisses de l'État? Est-ce que c'est pour empêcher les sous non déclarés ou bien permettre justement aux écoles de mieux asseoir une bonne comptabilité? En tout cas, il nous le dira. Alors, monsieur le promoteur d'écoles privées, vous qui représentez justement les établissements privés, il est annoncé, c'est une réforme et une réforme n'exclut personne. Il est annoncé que désormais les établissements scolaires comme les autres structures aussi doivent délivrer des factures normalisées et depuis aussi bien les responsables d'établissements privés que les parents se posent beaucoup de questions. Est-ce que les frais de scolarité vont-ils augmenter à cause de ces factures normalisées? Oui, merci, monsieur le journaliste, surtout pour avoir pensé à la structure que je préside, qu'on appelle le patronat des établissements scolaires privés du Bénin. C'est une association des fondateurs d'écoles privées, de la maternelle, du primaire, du secondaire général, de l'enseignement technique de la formation professionnelle au niveau national. Ouais. Merci pour avoir pensé à nous. Avant de revenir à la question, il faudrait que je fasse quand même une petite clarification. D'accord. En fait, la question de facture normalisée, c'est un problème qui fait appel aux impôts, au fisc. Parce que si c'est la direction générale des impôts qui impose la chose, c'est que les impôts veulent atteindre un objectif. La question des impôts ne date pas d'aujourd'hui. Ça concerne les écoles aussi, non? Concernant les écoles privées, j'allais dire. Oui. Depuis l'avènement du renouveau démocratique en 1990, on a constaté que les écoles privées ont toujours été harcelées par les impôts. Nous réagissons. Harcelé parce que vous ne payez pas ou bien non, pourquoi, évidemment, pourquoi dites que... Il y a une contradiction là. Parce qu'en réalité, si nous tenons compte des tests de la République, nous ne devrions même pas être imposés. Parce que si je dois faire référence à la Constitution de notre pays, à la loi de l'orientation de l'école nouvelle et au décret même qui donne, sur lequel se base pour autoriser les collèges privés, il est bien spécifié clairement que les établissements scolaires privés exercent une activité d'intérêt public, public et social, et devraient être traités comme tels. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en réalité, nous devrons être exemptés de ces impôts-là. Mais cela n'a pas été clairement dit. Je viens. D'accord. Mais il s'est fait que le Code général des impôts, sur lequel se base la Direction générale des impôts pour imposer les écoles privées, il y a les dispositions qui disent que les personnes physiques ou morales devraient être imposées. Mais ces dispositions n'ont pas exempté les écoles collèges privées que nous sommes. Cela fait une contradiction. Évidemment, la Direction générale des impôts peut exploiter les dispositions de la Constitution ou de
la loi sur l'orientation de l'école, ou bien les décrets portant autorisation de création des écoles privées pour agir. Mais comme les lois le Code des finances, le Code général des finances, n'a pas précisé expressément que les écoles et collèges privés devraient être exemptés, là, nous sommes devenus de bons bouillons pour les fiscs. Mais vous savez, quoi qu'on dise, c'est vrai que vous faites du social, mais vous faites aussi du business. Mais non, justement, c'est une contradiction, c'est une mauvaise manière de lire ce que nous faisons. En réalité, vous savez, l'éducation dans tout pays relève des attributs de l'État. Or, nous, en tant que privés, nous aidons l'État à au moins assumer cette responsabilité. Donc, le commun des mortels, ils disent que les écoles privées font du commerce. Revenez dedans pour voir ce qui se fait. D'accord. Là, vous allez voir à peu près ce qui se fait. Donc, c'est un peu l'interprétation que le commun des mortels fait, de sorte que, aujourd'hui, que ce soit les agents des impôts ou les autres, ils disent, voilà, il faudrait imposer. Nous ne sommes pas les seuls pays, il y a d'autres pays dans les environs qui exercent des activités qui ne sont pas aussi soumis aux mêmes obligations fiscales que nous autres. Nous allons le voir tout à l'heure. Oui, Monsieur Awohuedji, lorsqu'on vous suit, vous avez parlé tout à l'heure de l'objectif que visent les factures normalisées. Est-ce que les entreprises, toutes les entreprises ne sont pas incluses, d'où les écoles privées? Nous avons des écoles privées qui sont très très chères. Est-ce que les supermarchés, par exemple, ne peuvent pas dire nous aidons à nourrir les restaurants, nous faisons aussi du social parce que nous offrons à manger, mais toujours est-il qu'il y a des recettes qui se font à côté. C'est certainement cela qui a poussé... il est dangereux de comparer les écoles aux entreprises commerciales. D'accord. Et c'est justement ce que nous dénonçons. Quand on prenait ici, voici le point des impôts que les écoles doivent payer. Vous voyez la liste des ce que les écoles doivent payer, c'est un peu, si vous voyez ceci, le poids que cela peut faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, avant de revenir à votre question, la facture normale veut atteindre quel objectif? Puisque la direction des impôts n'arrive pas déjà à avoir tout ce qui nous impose, en imposant les factures normalisées, cela veut dire qu'il aura une ponction importante sur le budget des écoles privées. Donc, comparer les écoles privées aux entreprises, c'est très dangereux. Pourquoi? Toutes sortes d'entreprises. Écoutez, il y a entreprise dans l'entreprise. Vous voyez, lorsque je suis un entrepreneur, oui, je fabrique une table, je vends la table, je tiens compte des intrants pour le produit fini. Lorsque les intrants augmentent, le coût du produit fini sur le marché augmente. On ne peut jamais faire comme ça au niveau de l'école. Nous avons des élèves, des apprenants. Nous ne pouvons pas dire qu'on veuille ou non, il y a des choses qu'on ne peut pas dépasser. Ça là, c'est réel. Or, si on devrait appliquer tout ce qui est prévu ici, dans le Code général des impôts, ce que vous avez prévu, on ne pourra même pas supporter. Et c'est exprès, puisque ceci existe depuis un moment. Mais les impôts savent que s'ils voudraient réellement appliquer tout ce qui est là, aucune école ne subsisterait. Là, on pouvait lire les impôts. Voilà la liste que nous avons reçue. À cette allure, voulez-vous dire que les écoles seront contraintes de fermer? C'est ça? Mais évidemment. Donc, c'est pour ça que je dis il est très dangereux de comparer une école privée à une entreprise commerciale qui est l'entreprise commerciale est créée pour faire des bénéfices, faire de l'argent. D'accord. Et les produits finis, comme je le dis, l'entreprise augmente les prix en conséquence pour avoir sa plus-value, alors qu'on ne pourrait jamais faire ça dans l'école. Oui, avant de venir à M. Azon Roch, lorsque vous parlez des impôts, il y a une longue liste qui est dressée. Est-ce que lorsque on fait l'estimation, ça rejoint les 18% ou est-ce que les 18% sont considérablement en dessous? Il n'y a pas que les 18%, il y a d'autres types d'impôts que nous devrions payer. D'accord. Si nous devrons lire les impôts, nous allons perdre le temps ici aujourd'hui. Okay. Il y a d'autres types d'impôts que nous devons payer. Si on devrait s'en tenir 18%, étant des rues dans lesquelles nous sommes, on ne pourra même pas supporter. C'est maintenant qu'on vous a listé les impôts que vous devez payer ou bien cela existait depuis fort longtemps, mais vous n'avez jamais payé. Mais on ne peut même pas payer. Si on le payait, aucune école ne désisterait. D'accord. Parce qu'on nous soumet au même régime fiscal que celui des entreprises commerciales. Et nous avons toujours dénoncé. Parce qu'on ne peut pas prendre une école et dire que nous allons payer toutes ces taxes-là auxquelles nous sommes achetés. On ne peut même pas supporter. D'accord. Monsieur Epiphane Azon, vous êtes parent d'élèves. Vous avez suivi la description, l'exposé du représentant des établissements privés au Bénin. Est-ce que vous souscrivez à leur logique de ne pas être soumis au paiement d'impôts?
Bon, merci, messieurs les journalistes. Moi, je pense quand même que ce que je regrette, c'est l'absence d'un sachant autour de cette table. Un sachant, c'est un représentant. Bon, évidemment, oui, il y a quelqu'un qui... Nous avons un économiste voilà, au téléphone qui travaille à la direction des impôts. Non, il ne travaille pas à la direction des impôts. Nous allons voir. Il est en ligne. Ignace Amidjogbe, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Très bien. Vous êtes en ligne, vous suivez le débat. Nos invités voudraient savoir si vous travaillez à la direction des impôts. Non, je suis docteur, maître assistant de l'Université du Cameroun, je suis gestionnaire. Oui. Donc, je suis habilité à connaître de quoi il s'agit. Très bien. Donc, vous restez en ligne pour les écouter et vous allez réagir après. Nous vous écoutons, monsieur Azon. OK, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je crois que les établissements scolaires privés doivent quand même s'aligner sur tous ceux qui entreprennent. Tous ceux qui entreprennent. C'est clair que, en principe, et de mon point de vue, ça ne devrait pas influencer l'écolage. Non, ça ne devrait pas influencer l'écolage parce que si la contribution scolaire est imposée, ce l'était depuis. Donc ce n'est pas une nouvelle imposition. Ce n'est pas une nouvelle imposition. Vous Sûrement pensez que ça existait, oui. Et les fondés d'établissement ne s'acquittaient pas de cette exigence fiscale. Autrement dit, si ce n'était pas imposé, comme vous le dites, les parents ne paieraient pas ce montant qu'ils payent aujourd'hui pour la scolarité de leurs enfants. Ah oui, c'est sûr. On paierait moins. C'est ce que vous voulez dire. On paierait moins. On paierait moins, en fait. On paierait moins. Donc, les 18%, je crois que d'une façon ou d'une autre, ils payaient ça. C'est sûr qu'ils payaient une taxe fiscale, un impôt. Mais je ne sais pas, la facture normalisée permet aux fiscalistes de voir clair dans ce que chaque entreprise enclenche comme activité. Ouais. Donc, il n'y a pas un plus. Mais il faut réguler maintenant. Il faut que ce soit clair et qu'il n'y ait plus d'évasion fiscale. Moi, de mon point de vue, c'est ça. Mais lorsque vous voyez la liste des impôts qui leur sont imputables, oui. Si les écoles doivent payer, ce n'est pas toutes les écoles qui ont assez d'effectifs. Voilà. Est-ce que vous voyez, si une école qui n'a pas assez d'effectifs se retrouve à payer ces impôts qui sont listés, est-ce qu'elle ne serait pas contrainte de fermer les portes? Bon. Sûrement que jusqu'à maintenant, toute cette liste n'est pas payée. Mais est-ce qu'ils sont poursuivis pour ça? Est-ce que les fondés sont poursuivis pour ça? Il a dit qu'ils sont harcelés depuis des années. Oui, ils sont harcelés, mais on ne ferme pas leur école parce qu'ils n'ont pas payé. Harcelés et contraindre l'école à fermer ses portes, c'est deux choses différentes. Mais à cette allure, on risque d'arriver à ce niveau-là. Depuis des années, bon, il a parlé de 1990, hein, oui. Et nous sommes en 2021, aujourd'hui, ça fait bien 31 ans, non? Monsieur il est toujours sur le plateau, donc vous allez nous expliquer comment vous arriviez à, je ne sais pas si je dois dire contourner ces impôts-là depuis toutes ces années. Il faut clarifier des choses, sinon, évidemment, le temps qu'on nous donne si court que nous ne pouvons pas entrer dans la clarification des choses. Non, attention, nous payons les impôts. Oui. OK. Nous payons les impôts. Oui. Nous payons les impôts. Quel type d'impôt? Très bien. Alors, nous sommes des citoyens. Nous avons des travailleurs qui sont avec nous. Lorsque le salaire dépasse 50 000, il y a ce qu'on appelle les PTS que nous payons. D'accord. Nous avons les vacataires qui sont avec nous. Nous payons l'AIB pour eux. Nos travailleurs permanents, nous payons ce qu'on appelle VPS sur eux. N'est-ce pas? Bon, indépendamment de ça, nous payons ce qu'on appelle les cotisations sociales de nos travailleurs. Ça fait 7,04% que nous payons déjà. Alors, sur toute cette liste, ces éléments sont prévus déjà. N'est-ce pas? Oui. Mais avouons que tout ce qui est prévu sur cette longue liste, je parie, quel que soit le nombre d'effectifs de l'école, il ne pourra pas supporter. Il ne pourra pas supporter. Sinon, on va faire l'expérience des années à la.
Et puis, si je tiens à ça, je l'ai dit, mais les fiscalistes savent très bien que si on devait appliquer cela avec les pénalités que cela occasionne, on ne pourra même pas supporter. Il y a des écoles qui ne même pas... Donc il faut payer les pénalités aussi. Justement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je dis bien, ils savent très bien tout ce que les dispositions prévoient depuis 90. S'ils devraient nous soumettre effectivement à ça, on ne pourra pas supporter. Mais comme je l'ai dit, nous payons un minimum. Beaucoup d'écoles, évidemment, beaucoup ne peuvent pas le faire. Bon, nous payons quand même un minimum. L'IPTS, le VPS, l'AIB, nous payons ça. Il n'y a pas de souci. D'accord. N'est-ce pas? Et je le répète, je le dis, si nous devrons dire que voilà, avec cette longue liste que nous avons, nous lisons la liste là, on ne pourra pas supporter. D'accord. Je vais voir si du côté de M. Ami Djogbe, vous êtes en ligne. Hein, le représentant des écoles privées que nous avons sur ce plateau estime qu'il ne devrait pas payer les impôts, ne devrait pas être soumis au même régime que les autres entreprises. Quelle lecture vous faites de cette situation? Est-ce qu'il faut imposer les écoles ou bien leur accorder, comment dit-on, cette exonération? Oui, merci monsieur le journaliste pour l'honneur et pour la volonté de vouloir quand même faire avancer notre pays et en informant au maximum les acteurs du secteur de l'enseignement. Oui, je voudrais quand même ramener directement à notre directeur à l'ordre pour dire que l'État n'impose rien. Il faut savoir que l'impôt est déclaratif. C'est vous-même qui déclarez ce que vous faites. Ce que l'État dit seulement maintenant, il faut que vous retracez exactement les différentes déclarations que vous avez effectuées, sur lesquelles vous déclarez vos impôts. C'est tout ce que l'État demande. Donc, si vous avez 50 élèves et qu'ils ont payé régulièrement, on voit les paiements par partie normalisée. Les fournitures que vous achetez, on voit ça par partie normalisée. Les impôts que vous avez payés aux fonctionnaires, tout ce que vous avez payé, on revoit ça. Et on voit clairement votre bénéfice que vous avez dégagé au cours de l'année pour qu'on puisse quand même facturer votre impôt. C'est tout ce que l'État demande. Maintenant, on dit de mettre les choses en ordre, c'est tout. Sinon, tout ce qu'on dit là, ce n'est pas... il faut dépassionner le débat et aller quand même dire ce qui est clair. Oui. Les écoles sont des entreprises privées, donc personne ne leur impose quoi que ce soit. Il y a même qui recrutent, il y a même qui achètent là où ils veulent acheter, il y a même qui dégagent les bénéfices, et il y a des bénéfices alors, et il y a même qui gèrent. Donc en conséquence, c'est des entreprises à but lucratif. En conséquence, ils doivent payer les impôts. Maintenant, l'État réforme le secteur pour que tout ce qui a été activité au cours de l'année soit retracé normalement, pour qu'on puisse quand même normalement facturer alors les impôts sur le solde que nous avons appelé le résultat de l'exercice, où on a fait quand même l'ensemble des recettes pour les dépenses, et pour qu'on puisse savoir sur quoi on est en train de calculer les impôts. C'est tout. Ouais. C'est tellement simple. Voilà. Mais la conséquence de cette décision, si elle était effectivement mise en œuvre, c'est que soit les écoles privées seraient amenées à augmenter les frais de scolarité que les parents doivent payer, ou bien celles qui n'auront pas assez d'effectifs seront peut-être contraintes de fermer les portes. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a ce risque qui pointe? Il n'y a pas de risque. Vous savez, si les choses se faisaient normalement, les gens devraient quand même c'est une entreprise. Et c'est parce que les gens... Normalement, quand si on demande à quelqu'un de payer l'impôt normalement, ça ne devrait pas quand même entraîner l'augmentation des coûts. Parce qu'en réalité, il sait combien il gagne et il sait combien il dépense. Et en conséquence, il doit payer les impôts. Donc en réalité, ça ne devrait pas répercuter sur le restaurant. C'est parce qu'ils veulent avoir beaucoup de bénéfices. Ils ont beaucoup de charges, mais c'est à eux d'organiser leur entreprise pour qu'on ne ressent pas ça sur les contribuables. Sinon, en réalité, il y a des écoles qui vont, quand ils vont exagérer, ils seront maintenant dans une concurrence. C'est l'avantage. Ils ont un avantage parce que les vraies écoles vont rester, les écoles pirates vont disparaître parce que la concurrence, il y a des gens qui sont dans des taudis et font des écoles. Dans cette condition de partie normalisée, d'autres vont partir d'elles-mêmes et il va rester les écoles rentables
et les contribuables ou les élèves auront alors accès à des produits de très bonne qualité. Donc c'est exactement ça qu'il s'agit. Donc l'État veut quand même toiletter un peu le milieu et en formalisant les choses, il restera les gens qui sont capables et qui ont les moyens de le faire réellement. C'est ce que moi je vois. Sinon en réalité, une école qui va disparaître. Une école ne doit même pas augmenter les choses là. Parce qu'en réalité, ils veulent gagner gros. On ne peut que gagner ce qu'on a fait. Donc, normalement, il ne doit pas avoir augmentation de ceci. Par ce qui se passait, c'est ceci. Et au lieu de payer, on a encaissé 2 millions. Au lieu d'aller encaisser l'impôt, déclarer l'impôt normal, on voit un agent de l'impôt, on lui paie 3 boutons, puis on donne 10 000. Là où on va payer 1 million, on donne 50 000. Et ça, on s'enrichit de façon peut-être informelle. Et c'est ça maintenant qu'on veut réorganiser pour que chacun travaille sérieusement pour gagner ce de quoi quand même il est investi. D'accord. Et ça, il s'agit. Donc on n'a pas besoin de fermer une école. D'accord. D'accord. Vous avez suivi sa réaction. Oui, avec intérêt. Il y a des avantages que les établissements privés devraient même saisir parce qu'il a dit que ça participe de l'assainissement de ce milieu. Vous savez très bien qu'il y a des écoles pirates qui n'ont pas d'existence légale, etc. Et comme ça, si cela peut assainir ce milieu-là, est-ce que vous ne voyez pas que les élèves qui seront On n'a pas besoin de ça pour assainir le milieu scolaire. On n'a pas besoin de ça, je vous jure. Il y a les dispositions du décret portant autorisation et création des écoles privées qui prévoient déjà ce qu'il faut pour assainir les écoles privées. On n'en a pas besoin. Parce qu'une école qui n'existe pas, qui ne remplit pas les normes, le directeur départemental a l'obligation d'aller fermer cette école. On n'a pas besoin d'impôts pour la assainir. Mais puisque ça ne se fait pas et qu'il y a une mesure maintenant qui vient contraindre... Et d'abord, je le dis, certainement que mon ami qui vient de parler, je ne sais pas s'il a ses enfants dans une école publique ou privée, mais écoutez, il vient de le dire. Est-ce que... Il dit qu'il n'y aura pas d'augmentation. Lorsque les charges augmentent... Ah donc vous le dites par là qu'il y aura forcément augmentation. Je n'ai pas dit ça. Oui, mais tel que vous expliquez, évidemment, l'on peut déduire. Le coût de scolarité varie d'une école à l'autre. Oui. Mais quelle que soit cette variation, à vous entendre, c'est que chacun sera obligé d'augmenter pour ne pas supporter. Je n'ai pas dit ça, mais ça c'est compte tenu du budget de chaque établissement, n'est-ce pas? Et puis nous sommes dans un domaine si aléatoire qu'on ne peut même pas savoir ce qui se passe d'une année à l'autre, alors qu'il y a des charges qui sont fixes. J'ai des travailleurs qui sont permanents chez moi. Je les paie. Je les ai déclarés à la sécurité sociale. Je dois payer la cotisation sociale, je dois payer le salaire. Ce sont ces charges fixes. Et les travailleurs, dans les conditions, ils devraient bénéficier d'une augmentation d'une année à l'autre. Mais à un moment donné, on est bloqué, on ne peut même pas faire l'augmentation. D'accord. Alors, Monsieur Azon, vous voyez la situation, on perçoit là que c'est vrai que les réalités et les frais varient d'une école à une autre. Il n'y a pas une harmonisation des frais de scolarité également, comme c'est le cas dans le public. Est-ce que vous pensez que cette décision va effectivement assainir le milieu ? Contrairement, alors que M. Aoueji disait tout à l'heure qu'il existe déjà des dispositions pour assainir l'environnement et qu'on n'a pas besoin des impôts ou de factures normalisées pour penser à assainir les écoles. Non, la facture normalisée, c'est pratiquement une plateforme reliée à la direction générale des impôts. Et ça permet chaque fois que l'école, pour le cas d'espèce, chaque fois que l'école produit une facture, donne une facture à un parent et tout ça là, c'est enregistré. Le montant est enregistré. Automatiquement. Automatiquement. Les charges seront connues à la fin. Donc, le promoteur fait le point des charges également. Et c'est le solde qui est imposé. Donc là, il n'y a pas de problème. Quand le solde est imposé, c'est, disons, ce qui revient à la fin, en fin de compte, à ce promoteur-là, en fin d'année scolaire, c'est ça qui est imposé. C'est ça qui est imposé. Mais jusque-là, je crois que les écoles, il y avait évasion fiscale à ce niveau-là. Donc l'État veut avoir
les moyens de sa politique. Et par rapport à ça, prend les dispositions pour que plus rien ne lui échappe. Est-ce que vous pensez que ça va régler certains problèmes, par exemple? Ça va régler certains problèmes au niveau de l'État. D'accord. Au niveau de l'État, l'État aura suffisamment de ressources pour réaliser sa politique. C'est ça. Mais j'avoue que le Béninois, de manière générale, ce n'est pas les écoles, le Béninois est très habitué à feinter l'impôt. Il a une aversion pour les impôts. Oui, à feinter l'impôt. Parce que lorsque on doit déduire l'impôt, les charges fiscales, mais plus grand chose ne revient à ce promoteur-là, que ce soit école ou que ce soit une entreprise commerciale, ainsi de suite. Bon, évidemment, on ne va pas comparer les deux, mais il s'agit tout de même d'un business. L'école privée est à la fois sociale et commerciale. Business, parce que, en fait, si rien n'en sort, mais il vaut mieux fermer la baraque. D'accord, mais elles n'ont pas encore fermé la baraque. Voilà. Et puis ça continue. On va voir, vous permettez, on va voir du côté des parents, les parents d'élèves que nous avons rencontrés et à qui nous avons tendu notre micro, ce qu'ils pensent de l'introduction de ces factures normalisées dans les établissements scolaires. Nous les écoutons. Lorsqu'on parle de factures normalisées, cela voudra dire que les promoteurs d'écoles vont payer les taxes, les impôts, les TVA, disons. Mais une fois un commerçant ne va pas accepter que l'argent vienne de sa poche, il est obligé d'augmenter la contribution, la scolarité. Et ça va se répercuter sur les parents. Et c'est normal que la scolarisation augmente au niveau des privés. Et en ce moment, vous verrez un boom au niveau des établissements publics. Parce que les parents n'auront plus les moyens pour payer les privés et ils sont obligés d'envoyer les enfants dans les établissements publics. La proposition que moi je pourrais faire, est-ce que l'État verra dans ce sens où ça va un peu alléger les responsables des établissements, revoir, puisque c'est déjà du social. Je pense qu'il faudrait peut-être rencontrer les responsables, les promoteurs d'écoles pour pouvoir échanger, discuter, pour trouver un terrain d'entente, pour ne pas que ça se répercute sur nous les parents. Si auparavant, ces écoles privées avaient l'habitude de présenter un bilan à l'impôt, ça veut dire qu'ils ont l'habitude de payer ces différentes taxes. Et actuellement, on leur demande de délivrer une facture normalisée. Ça ne devrait pas augmenter le coût de la scolarité. Puisque tout ce qu'on leur demande de faire par le passé, s'ils présentaient bien sûr un bilan, ça veut dire qu'ils payaient déjà des impôts sur les bénéfices qu'ils réalisaient. Tout le monde se conforme à la loi. Et aussi, c'est du business qu'ils sont en train de faire. C'est une entreprise. Ils font du business. On n'a pas dit de changer les frais de scolarité. Je pense que de demander une facture normalisée aux établissements, je crois que c'est normal. L'achat de la machine ne peut pas être imputé aux parents d'élèves parce que cette machine ne coûte pas une fortune. La machine, c'est combien? Je crois que ça coûte autour de 200-250 000 si je ne me trompe pas. Ils se font quand même se font des sous, ces établissements. Je ne leur en veux pas, c'est leur business. Mais en même temps, il faudrait que ça contribue à quelque chose. Même l'individu que tu es aujourd'hui, tu fais n'importe quelle prestation, tu dois délivrer des factures, une facture normalisée. Individu. Moi, j'ai donné des filles qui doivent prester pour des gens, mais les filles, on les a demandé d'avoir un numéro IFU pour qu'elles produisent des factures normalisées. On ne demande pas à l'agence aux filles de fournir des factures normalisées. Si ça va arranger, si ça va permettre au Bénin de gagner un pas sur l'éducation et dans le système financier de l'État, c'est bien. Je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce que l'État pourra quand même voir comment améliorer un peu les choses pour que les parents ne sentent pas trop? Parce que l'établissement, les écoles privées n'auront rien à perdre. Eux, ils vont juste augmenter, mais c'est nous qui allons répondre. C'est nous, parents, qui allons répondre. Maintenant, l'autre côté, il faudrait que l'État essaie quand même de voir, essaie quand même d'agir au niveau de ces écoles-là, afin qu'ils n'augmentent pas la scolarité. Si en temps ils avaient des mailles bénéficiaires, qu'ils en profitaient, qu'ils essaient quand même de voir dans ça pour que les parents n'en subissent pas. Vous voyez?
Sinon, la facture normalisée dans sa forme pour les écoles privées, ce n'est pas mal. C'est vrai, nous sommes en train de contribuer à beaucoup de choses. Même si l'État le dit, ils vont accepter, mais dans la pratique, ils ne le feront pas. Dans la pratique, ils ne le feront pas. Vous-même, vous le savez, nous sommes au pays, nous savons, nous nous connaissons. Voilà, beaucoup de réactions. Oui, on vous permet de réagir sur... Je veux réagir par rapport à ça. Oui. Le débat n'est pas ça. D'accord. Nous sommes des citoyens, nous, promoteurs privés. Oui. Nous sommes en discussion permanente avec la Direction générale des impôts. Nous avons des Directions générales des impôts qui nous reçoivent à tout moment, même sans demander audience. Nous allons le matin, ils nous reçoivent. Nous lui avons dit, nous sommes prêts à payer les impôts. Mais pas le régime fiscal qu'on nous oppose. Et on ne peut pas supporter ça, je le dis. Si vous voyez tout ça, on ne peut pas supporter. C'est-à-dire que les gens qui confondent les écoles aux entreprises privées, aux entreprises commerciales, c'est dommage. Alors dommage. vous Donc en réalité, nous avons même fait un plaidoyer. On a déposé le plan, dit voilà, nous sommes prêts à payer les impôts. Mais cette longue liste-là, si on nous demande de nous assujettir... La liste est constituée de quoi et de quoi? Est-ce que vous pouvez rapidement partager avec nous ce qu'on vous demande? Je ne peux pas expliquer. S'il y avait un fiscaliste ici, il le dirait plus amplement. D'accord. Mais est-ce que vous estimez Mais déjà, les 18% dont on parle, ça fait un élément, sans compter les autres éléments qui suivent, n'est-ce pas? Alors, vous voulez dire, madame? Oui, est-ce que vous estimez que les charges des écoles privées personnellement sont beaucoup plus élevées que les autres entreprises, par exemple commerciales dont vous parlez? Non, en fait, tout dépend du fonctionnement de chaque établissement. D'accord. N'est-ce pas? Il y a les charges qui sont fixes, les charges qui fluctuent d'une année à l'autre, n'est-ce pas? Donc, les charges varient, mais seulement ce que je sais, pour la plupart, pour beaucoup d'entre nous, c'est que déjà, bon, ça je veux dire, les bilans financiers dont on a parlé, nous sommes en train de négocier. Est-ce que nous, on est obligé de nous demander de faire des bilans financiers, qui demandent déjà d'aller payer un cabinet d'expertise comptable? Tout cela pose un problème. Alors que déjà, même il y a des impôts que nous payons qui contribuent déjà à financer certainement l'école. Et nous prenons déjà une part de cela dans les charges de l'État. Mais celui qui investit, il investit de sa poche. N'est-ce pas? Il fait un prêt pour investir. Il doit payer. Il y a des écoles privées qui sont aujourd'hui incapables de payer les salaires à la fédération, obligée d'aller faire des découvertes pour payer. Donc, dans ces conditions, en gros, nous disons impôt, oui. Mais pas impôt de régime qu'on fixe. Mais si aujourd'hui l'État connaît vos revenus, les bénéfices que vous engrangez et que vous retrouvez face à cette difficulté, est-ce que vous ne voyez pas que ça peut amener l'État à assouplir les décisions vis-à-vis des écoles? Notre lutte, c'est comment agir à la base pour qu'on puisse revoir notre régime spécial. C'est ça notre objectif. Vous voulez un régime spécial? Spécial, si c'est possible. D'accord. Je vais demander à M. Ami Djogbe s'il est possible d'accorder un régime spécial aux établissements scolaires. Oui, journaliste, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les soubresauts, mais je ne voulais pas enfoncer le coup dans la plaie. Mais il faudrait que les frères sachent il n'y a pas quand même... La gestion d'une entreprise est universelle. Donc, parce qu'on est dans un domaine d'école. Je demande à mon promoteur, c'est parce qu'on a dit format facture normalisée, que s'il y a 3 enseignants qui devaient donner les cours dans une salle là, ça devient 14 enseignants. Mais c'est une question que je lui pose. C'est parce qu'on a dit format facture normalisée maintenant, celui qui était payé à 60 000 par mois, son salaire va devenir 80 000. Donc, ça n'augmente pas le coût de productivité. C'est les choses normales, ils vont continuer de faire. Mais en réalité, ils paient quand même l'impôt sur ce qu'il a déclaré. C'est par rapport à nous, au Béninois, on enflamme là où il n'y a même pas de problème. Les gens n'ont qu'à commencer par quand même faire les choses de façon normale. Et c'est la seule chose qui leur permettra de grandir. Ça leur permettra, il va comprendre plus tard que ça va lui permettre de gagner parce que lui-même, il ne fera pas n'importe quoi. Les enseignants qui n'ont pas fait le bon travail pour qu'il y ait des petits, il va les vider. Donc ça va lui permettre de bien organiser son entreprise et de bien gérer son entreprise parce qu'il sait que maintenant, il ne trouve rien par terre. Oui, oui. Par rapport à la question que vous avez posée, je vous dis ceci, nous sommes au Bénin et tout est politique, mais il voit avec un régime qui a un peu plus de responsabilité. Il faut que les gens quand même fassent les choses normales de façon une fois pour toutes. Et que les gens sachent que maintenant, par rapport à l'impôt là, quelqu'un qui est payé en gravité dans un pays, il doit payer les impôts.
quel régime particulier veut l'avoir? Maintenant, ils n'ont qu'à quand même pas payer l'impôt. L'impôt n'est pas... On ne l'a pas passé s'ils ont le résultat de 25 000. On ne peut pas demander de payer 200 000. Et sur les 25 000, on va facturer le taux d'impôt. C'est tout. D'accord. Donc, il n'y a pas de problème en quelque sorte. Il n'y a aucun problème là. Okay. Alors, Monsieur Azon, vous avez suivi l'économiste, mais également notre promoteur d'établissement qui nous parle des difficultés auxquelles sont exposés ces établissements privés-là. Parfois, on est amené à faire des prêts, des découvertes pour payer, mais au même moment, il y a des parents qui se plaignent du coût de scolarité un peu trop exorbitant et tous les frais y afférents. Est-ce que le problème n'est peut-être pas ailleurs? Oui, le problème... Là, vous demandez, non, allez-y. Bon, oui, attendez. C'est des choses différentes. Oui. Quelqu'un qui va faire le prêt pour quand même renforcer ou bien accroître son activité, c'est des choses différentes. C'est ça l'exercice quotidien de l'entreprise. Allez faire un prêt, là, ça n'explique rien par rapport à ça. Vous ne pouvez pas aller faire les prêts, vous payez les salaires. Alors, si vous payez les prêts, vous les avez, avec quoi vous allez payer les intérêts? Vous laissez le faire de votre entreprise parce que vous allez plus tard payer alors comment fait-on l'entreprise avec vos capitales finalement, vous n'avez pas quand même la réponse de mouvement. Mais monsieur Amidjogbe, vous n'êtes pas promoteur d'établissement. Mais là, c'est une réalité qu'ils vivent. Nous avons alors des difficultés de fonctionnement, même qu'ils connaissent. D'accord, nous allons suivre. Excusez-moi, ce que vous dites, c'est la science. Je ne suis pas venu pour faire la politique de ce. Je ne peux pas. C'est la science. C'est la science. Mais une entreprise, il y a quand même une partie pour les prêts, les dettes à coûter à long terme. Donc, lorsque vous faites les dettes, peut-être que vous êtes en besoin de fonds de roulement, il faut quand même faire ça. Vous pouvez quand même faire le prêt pour faire quand même l'exploitation. Mais ce que vous dites, ce que dit là, il a fait le prêt pour l'entreprise, alors peut-être c'est pour accroître l'activité de l'entreprise, mais ça ne va pas dans les paiements des impôts. En tout cas, je rappelle que si nous sommes arrivés là, c'est parce qu'il y a des difficultés de fonctionnement. Et dans plusieurs collèges, nous avons des difficultés de fonctionnement parce qu'il faut respecter même certaines dispositions. Voilà, partant de là, le problème se pose. Toujours est-il que les frais de scolarité augmentent parfois d'année en année. Monsieur Azon. Dans le cas d'espèce, je crois que les frais de scolarité ne vont pas augmenter. Les promoteurs annoncent toujours des difficultés. Ils ont toujours des difficultés, mais ils n'ont jamais fermé. Ça veut dire qu'ils ont, disons, la politique, ils ont des moyens ou bien ils ont leur politique spéciale pour se maintenir. Donc l'État ne dit pas autre chose que déclarer tout ce qui entre et tout ce qui sort. Le solde, nous, avec cet appareil-là, nous pouvons connaître le solde et c'est sur ce solde-là que nous ne voulons pas taxer à tort. C'est ce que l'État dit, de mon point de vue. En réalité, même si on suit bien ce que dit M. Amidjogbe et ce que vous dites, même si les établissements privés augmentaient les frais de scolarité, ils n'en gagneraient pas autant parce que c'est sur le solde qu'on imposera les 18%. Ça, c'est clair. Et je ne leur conseille pas d'augmenter la scolarité 2021-2022. Je ne leur conseille pas parce qu'ils auront plusieurs personnes morales sur le dos. Ce n'est pas bien. C'est pas bien. C'est-à-dire qu'il est question seulement de déclarer tout ce qui sort et tout ce qui entre. Et la différence est connue de là-bas. La différence n'est pas, disons... arrangé. On ne vous demande même plus des bilans financiers. Non, bilan financier, non. Là-bas, là, ils savent si tout est, si l'appareil sort toutes les factures normalisées, le fils sait comment qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort dans cet établissement. Et en fin de compte, il fait le solde et c'est sur ce solde-là qu'il impose. C'est ça. Donc je crois que c'est clair, ce n'est pas... Bon, moi j'ai dû me renseigner un peu pour savoir... Est-ce que c'est sur le solde que le fils impose? Point d'interrogation. Ah oui. Parce que, attendez. Est-ce que c'est sur le solde que le fils impose? Point d'interrogation. Parce que nous parlons ici, mais la réalité sur le terrain est autre. Lorsque l'inspecteur fiscal arrive, lui, sur sa base qu'il a, il fait son redressement.
Et là, ils nous soumettent à ça. Voilà. Et puis, que vous voyez ou non, vous voyez. Justement, vous avez parlé de ce fisc-là qui existe depuis, je crois, 1990. 1990. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que ce sont des études qui ont été menées, peut-être des enquêtes qui ont été faites pour fixer ces taux-là parce que les établissements en sont capables? Non, comme je le dis, ce qui est fixé ici, c'est un rapport, c'est un régime qui est concerné par les entreprises commerciales et industrielles. Oui. La seule différence que nous avons faite, c'est qu'entre-temps, nous avons demandé un taux sur le TPS qui était de 5%, nous avons demandé à ramener à 2%. Et ça a été fait. Ça a été fait, à un moment donné. Ramener à 2%. Ouais. Donc, c'est ça la seule différence. Mais là, vous Alors, avez déjà un régime spécial. C'est pour ça que nous disons que nous, c'est-à-dire que le débat est faussé. Mais là, concrètement... Nous, avec ce qui se passe maintenant, on dit d'accord. Mais nous allons négocier. Oui. Mais l'ami qui vient de parler dit que ce n'est pas possible. Ça, là, déjà, on se met déjà dans une enveloppe pour dire que voilà, les écoles privées sont des commerçants, il n'est pas question de faire. Si nous faisons comme ça, nous allons tuer. Mais concrètement, vous les proposez quoi? Quelle réduction? Je vois... Nous avons fait des suggestions à la Direction des impôts. Et déjà le mercredi 7 prochain, nous sommes invités par la Direction des impôts. D'accord. Nous allons discuter, je ne suis pas seul. Plusieurs fois, il vous a déjà rencontré, mais est-ce que non, c'est nous qui allons. Rencontre, vous n'arrivez pas à produire les violences? Nous allons et nous discutons. Avouons que jusque-là, la discussion était franche. Et ils nous suivent des fois. Donc ça là, avouons-le. D'accord. Avec déjà suite à tout que nous avons, nous pensons qu'on va continuer la négociation. D'accord. Nous n'avons plus que 3 petites minutes pour mettre un terme à ce débat et on va faire un dernier tour de table. Je vais commencer par M. Ignace Amidjogbe, notre économiste au téléphone. Oui, s'il faut... Parce que quand on prend cette décision, il faudrait que les promoteurs d'établissements se sentent à l'aise, que les parents d'élèves également se sentent à l'aise, que l'État aussi puisse trouver son compte et que l'on se donne. Pour que cela soit ainsi, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, M. Ignace Amidjogbe, vous qui êtes technicien? Oui, j'aurais voulu quand même que chacun quand même se calme et déballe de sa passion. Et quand même, on parle de façon honnête, il s'agit. Donc, moi, je proposerais maintenant que les établissements comprennent que les choses peuvent se passer comme avant et que l'État même, quand il va commencer par prendre les propos, et puis quand même tous les moyens pour quand même appuyer ces écoles-là à participer dans le social. D'accord. Merci beaucoup, M. Ignace Amidjogbe, d'avoir participé à cette émission. Très bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Oui. Alors, Monsieur Azon, nous sommes à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous allez dire? C'est heureux déjà que mon ami Aouedji dise que le 7 est prévu pour une rencontre direction générale des impôts et promoteurs d'école. Là, quelque chose en sortirait, mais je suis sûr que ils n'iront pas jusqu'à augmenter l'écolage, que les parents... J'ai bien envie de vous demander, vous qui êtes président de l'association des parents d'élèves, aujourd'hui, depuis quelques mois, vous êtes trésorier général adjoint de l'International des parents d'élèves et d'étudiants, c'est la fêtière mondiale. Est-ce que vous êtes renseigné dans les autres pays? Est-ce que les écoles sont imposées ou bien c'est le Bénin qui veut faire cette particularité? Non. Vous êtes renseigné ou bien vous ne l'avez pas encore fait? Non, non, je ne me suis pas renseigné spécifiquement sur ça, mais toutes les écoles dans tous les autres pays, en Europe, c'est plus fort que ça. En Europe, c'est plus fort que ça, mais toutes les écoles ont des impôts qu'ils payent. D'accord. Que les promoteurs payent. Merci beaucoup. Oui, monsieur Aouedji. Je remercie mon frère économiste, il a fait une bonne conclusion. Oui. N'est-ce pas? C'est heureux de vous entendre. Non, il a fait une bonne conclusion et je m'appuie sur sa conclusion pour dire qu'en réalité, nous avons besoin de l'État. On ne peut rien faire sans l'État. L'État devrait même nous appuyer. Si l'État nous donne et demande, c'est facile de donner. L'État ne donne rien et demande, c'est difficile de donner. Donc dans ce cas, je pense que c'est mieux que l'État donne et il demande. Il serait plus facile de le faire
de part et d'autre. Et C'est sa conclusion, je suis très content. Et là, vous rassurez les parents d'élèves qu'il n'y aura pas augmentation de frais de scolarité. C'est un autre débat, mon ami. L'augmentation va d'une année à l'autre avant qu'il n'ait pas signé ça. C'est les intrants de la scolarité. Peut-être qu'on peut revenir sur ça un autre jour. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Aokhedji. Vous êtes président des promoteurs des établissements privés du Bénin. Merci d'être passé. Merci également à vous, Monsieur Epiphane Azon, président de l'Association nationale des parents d'élèves.